Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me retrouver pour le 13h. Tout de suite, les titres de cette édition. Améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les écoles du Bénin est l'une des priorités de la Fondation Claudine Talon. Elle ambitionne y parvenir grâce au partenariat qu'elle a noué ce matin avec l'ONG Aide et Action Internationale. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée pour la vue et à l'occasion, des réflexions sont menées dans le sens de l'utilité de cet organe. Vous suivrez à cet effet l'analyse de la télévision nationale. Titre, connaissez-vous Africa Code Week? Il s'agit d'un projet de la fondation Life Builder qui souhaite introduire le numérique comme outil de formation des apprenants dans nos écoles et lycées. Des détails en milieu d'édition. À nouveau, bonsoir. Eh bien, on démarre ce 13h par cette actualité de la Fondation Claudine Talon qui s'est lancée comme défi l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile. Elle vient donc de signer un partenariat avec l'ONG Aide et Action Internationale pour l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles du Bénin. En attendant de revenir plus en détail sur la cérémonie qui s'est déroulée ce matin, nous vous proposons un extrait de la Première Dame, présidente de la Fondation, et celui du directeur Bénin Togo de l'ONG Aide et Action. Je n'ai que le premier d'un ensemble qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des mères et des enfants en milieu défavorisé. La toute prochaine action qui présente selon moi un intérêt majeur est l'aide à la gestion de l'hygiène menstruelle des filles. En effet, le manque des conditions logistiques dans les écoles en milieu défavorisé devant permettre aux filles de gérer leur menstruation est une cause considérable d'absentéisme, voire d'abandon de scolarité pour un grand nombre. Cette préoccupation, qui constitue d'ailleurs l'une des justifications des blocs de latrines dédiés exclusivement aux filles dans mon premier projet, mérite une mobilisation pour mettre à la disposition de celles-ci des kits pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Permettez-moi de profiter de la présente occasion pour lancer un plaidoyer en faveur des filles de nos écoles dotées de sanitaires et d'eau en vue de la mise à leur disposition de ces kits. Je saisis également l'occasion pour lancer un appel à toutes les agences et organisations impliqués dans la promotion sociale pour une collaboration encore plus volontariste en faveur des mères, des enfants en milieu défavorisé. L'acte que nous allons poser dans quelques instants est la preuve que la Fondation Claudine Talon et Aide et Action Internationale Afrique partagent les valeurs et principes qui font progresser l'éducation, la colonne vertébrale du développement. Et on revient donc dans ce 13h sur ce centre international basé à Cotonou et spécialisé dans les questions de recherche sur les changements climatiques. C'est l'idée que vient de soumettre au chef de l'État le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA. Il a été reçu en audience ce mardi au Palais de la Marina et il a dit l'importance d'un tel projet pour le Bénin et les pays partenaires de cet institut. À la suite du directeur général de l'ITA, les membres du nouveau bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur ont été également reçus au cabinet du président de la République, suivant les impressions recueillies au sortir de l'audience par Renaud Akapo. Je suis d'abord très fier d'avoir rencontré Monsieur le Président. Nous avons pratiquement discuté, disons, de tous ces aspects des changements climatiques, dans les soucis de créer un centre international qui sera basé ici à Cotonou, pour s'occuper de tous ces aspects du changement climatique en Afrique. Monsieur le Président vient de nous donner sa parole qui pourra soutenir cet aspect des choses. Au mois de novembre, Monsieur le Président va assister à la COP 21 qui va s'organiser au Maroc pour tous ces aspects des changements climatiques. Et nous pourrions avec lui faire cette requête auprès de la communauté internationale pour que ce centre-là puisse être basé ici à Cotonou, au centre de l'ITA qui existe déjà. Ce sera un centre qui va proposer des solutions pratiques. Je peux vous donner l'exemple tout simplement, c'est un peu de vous imaginer
que les maïs disparaissent à cause d'un insecte qui arrive dû tout simplement au changement climatique. Et ça aura des impacts néfastes pour pas seulement le Bénin, mais pour tous les continents. Alors ce centre-là pourra se charger, disons, au fait d'apporter, disons, des solutions de recherche pour pallier à ces genres de catastrophes. Nous avons exposé au président que le nouveau bureau donne un air de renaissance au HCBE. Depuis 19 ans, notre institution a dormi et la place qui lui était donc réservée a été laissée à l'abandon. Nous avons présenté nos doléances, nos projets au président de la République et il nous a entendus et il nous a manifesté sa satisfaction de voir en nous un bureau qui veut donc resserrer les rangs avec le gouvernement sur tous les plans, politiques, économiques et sociaux. Il s'est engagé à nous accompagner si nous lui apportons des projets concrets. Il s'est engagé à rencontrer la diaspora et il le fera à Paris très bientôt avec nous. Nous lui avons dit, notre première contribution est déjà d'essayer de participer à l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Jusqu'à présent, ça a été très mal fait. Je prends le cas du Nigeria, où est mon secrétaire général. Les distances où habitent les Béninois par rapport au centre diplomatique de recensement sont très éloignées. Donc les gens ne peuvent pas aller en si peu de temps aller se faire recenser. Nous avons une expertise dans ce domaine à travers le monde. Nous nous sommes engagés à accompagner le président et le gouvernement dans la première action d'enrôlement des Béninois pour qu'on puisse déjà compter le plus grand nombre des Béninois pour qu'on participe aux opérations de ces réformes-là. Et on note dans ce trésor que le gouvernement est monté au créneau dans l'après-midi de ce mardi pour justifier la mesure d'interdiction d'activité des organisations estudiantines. Face à la polémique suscitée par cette décision, l'exécutif, dans une approche pédagogique, a livré aux médias les raisons qui sous-tendent son option. Prévient Noutéo pour les détails. Le gouvernement reste droit dans ses bottes en dépit de la polémique. Devant cette forêt de caméras, les représentants du gouvernement se sont livrés à un exercice d'explication. Sans langue de bois, Joseph Diogbenou, Marie-Odile Atanasso et Oswald Omeki ont exposé les raisons qui ont amené l'exécutif à suspendre les activités des organisations estudiantines. Nous avons des responsables étudiants qui ont des aides de camp. Nous avons des responsables étudiants qui ont des gardes de corps. Nous avons différents groupements qui ont l'esprit de penser, les modes d'action des milices. Ces associations ont des états-majors. Ils ont des groupes qui sont entraînés par des militaires à la retraite et des paramilitaires. Nous avons la vidéo. Au regard d'un certain nombre de constats qui ont été faits, qui pourraient même engager la responsabilité de certains de nos amis et frères, il était du devoir du gouvernement de prendre une décision pour stopper la dérive et rassurer les uns et les autres. Pour les conférenciers, le gouvernement doit garantir la sécurité sur les sites universitaires afin de faciliter et d'offrir les meilleures conditions d'études. Selon le garde des Sceaux, le gouvernement n'est pas dans la logique de privation des libertés. Ce gouvernement est le produit des conquêtes les plus éminentes sur les questions de liberté. La mesure gouvernementale est temporaire. De nouvelles initiatives seront bientôt prises de concert avec la communauté universitaire en vue d'une réorganisation des structures estudiantines. Comme on le voit, l'exécutif n'est pas prêt à revenir sur sa décision. Parlons coopération, le Japon apporte une fois encore son soutien au Bénin sur le chantier de la sécurité alimentaire. L'échange de notes de l'assistance alimentaire au titre de l'année 2016 a été signé ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Patrick Benoît et Jean-Claude James pour le compte-rendu. Signature de l'échange de notes. Confirmation de l'assistance alimentaire du Japon au profit du peuple béninois pour un montant d'environ 1,4 milliard de francs CFA. C'est la 5e et dernière fois que le diplomate japonais signe le document de l'aide alimentaire pour le Bénin.
J'espère que notre aide alimentaire va combler un peu un déficit alimentaire du Bénin. Cependant, notre souhait le plus ardent va au-delà. Nous souhaitons vivement que le Bénin puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, voire exporter sa produit alimentaire aux pays voisins. Le Japon s'intéresse particulièrement au développement de la riziculture en Afrique et au Bénin en particulier. Notre aide alimentaire va permettre en même temps la réalisation de divers projets socio-communautaires grâce au fonds de contrepartie. Sur ce chantier de la sécurité alimentaire, le Bénin se réjouit de cet attachement et de cette détermination du Japon. Lorsque, entre deux êtres, la préoccupation première de l'un est de s'assurer qu'un besoin fondamental, à savoir celui de nourrir une population, est prise en considération, l'on ne peut qu'avoir une lecture positive de la démarche. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous remercier, vous dire la reconnaissance de ce peuple. La direction sera maintenue, faire en sorte que l'action commune commencée se poursuive. Cette aide est une bonne nouvelle pour la population béninoise et le signe d'excellentes relations entre le Japon et le Bénin. La Fondation Life Builder, de son côté, a pour ambition d'introduire le numérique comme outil de formation des apprenants dans nos écoles et lycées. Elle vient donc de lancer un projet dans ce sens. Il s'agit d'Africa Code Week qui vise à former les élèves de 8 à 17 ans au numérique. Wenceslas Sarouan-Imon et Alain de Suyovo. Le rôle du numérique dans l'éducation formelle n'est plus à démontrer. Les technologies de l'information et de la communication sont d'ailleurs désormais devenues un outil essentiel dans la transmission du savoir. On évalue aujourd'hui à 8 milliards les équipements connectés pour 50 millions de développeurs. Voilà pourquoi la Fondation Life Builders a compris l'utilité de cet outil dans l'éducation des élèves en initiant avec SAP France le projet Africa Code Week au profit des élèves béninois de 8 à 17 ans. On ne peut plus aujourd'hui occulter l'importance des nouvelles technologies d'information et de communication. Il s'agit bien là du défi de la transformation numérique qui, pour ces enfants, peut exister que grâce à des projets d'initiatives tels que Africa Code Week de SAP, en partenariat avec la forte collaboration des États et des bonnes volontés humanistes. Les promesses de transformation numérique concernent d'abord et avant tout les jeunes et leur capacité à maîtriser la langue du XXIe siècle qu'est la programmation, qu'est le numérique. C'est une condition sine qua non du progrès, de notre point de vue. Alors, les bibliothèques numériques, autant que les salles informatiques, on revient sur l'infrastructure, sont effectivement des éléments de soutien, mais encore une fois, j'insiste, la langue à parler est aussi une priorité. Mais c'est vraiment ce que cherche à adresser l'Africa Code Week aujourd'hui. Oui, nous saluons donc ces initiatives du gouvernement béninois pour préparer les jeunes au monde qui les attend. Le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle s'en réjouit. La mission de Africa Code Week consiste à mettre entre les mains des générations futures et présentes les outils et compétences informatiques dont elles ont besoin pour réussir au XXIe siècle. Ces élèves vont pouvoir ainsi s'initier au code à travers l'outil de développement ludique Scratch, qui est l'application gratuite pour simplifier l'apprentissage de la programmation. Déjà, 14 millions de projets sont en partage sur Scratch. Le projet Africa Code Week aura pendant une semaine, et ce, du 15 au 23 octobre 2016, à contribuer à l'éclosion des talents numériques dans les écoles, collèges et lycées du pays. Et on retrouve à présent notre reporter Jérôme Hongbo qui a suivi le ministre de l'Énergie dans sa tournée nationale. Il faut dire que Jean-Claude Rousseau est allé s'enquérir des conditions de travail des agents sous sa tutelle dans le département du Zo. Reportage. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et sa délégation étaient à Covey. Cette station d'eau réalisée par la SONEB peut alimenter jusqu'à Ilakondi. À l'époque, on produisait environ 2400 m3 par jour, soit 2 400 000 litres. Aujourd'hui,
nous sommes à plus de 4500 mètres cubes jour, donc plus de 4 millions. Ça va être 2 fois plus. Si vraiment, dans les prochains mois, cette extension dont vous avez parlé peut vraiment se réaliser, j'avoue que nous vous serons redevables. Nous reconnaissons déjà ce qui est déjà fait. C'est l'année dernière, en mois d'avril, que le président est venu ici ouvrir. Là, on en était vraiment tout heureux. Et c'est la suite. La délégation a ensuite effectué quelques escales avant de tenir une séance de travail avec le personnel et les structures déconcentrées en poste dans les départements du Mono et du Koufo. Jean-Claude Dona-Ossou est venu témoigner de la volonté du président Patrice Talon d'améliorer le quotidien des Béninois à travers le plan d'action gouvernemental qui sortira bientôt, a-t-il rassuré. Le domaine de l'eau, le domaine de l'énergie, le domaine des mines sont des domaines très sensibles. Les deux premiers sont même vitaux pour notre population. Donc il faut qu'on s'attache à ce que ces ressources soient disponibles, non seulement, mais puissent être acheminées au plus près des utilisateurs que sont nos concitoyens. À la mairie de Boïcon, Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, était entouré d'autres maires et élus locaux du département du Zou, et c'est le préfet qui annonce les projets phares du gouvernement pour ce département. Monsieur le maire, je voudrais vous annoncer, sous le contrôle de monsieur le ministre, que le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a vraiment un grand projet de façon générale pour l'énergie et l'eau, surtout l'énergie. Et notre département, je peux déjà vous le dire, notre département, le département du Zou, le plateau d'Abomey et d'Agoni, cette région constitue la priorité du gouvernement béninois. La rencontre avec les têtes couronnées, les faiseurs d'opinion et les sages du plateau d'Abomey a mis un terme aux travaux du ministre de l'Énergie ce jeudi dans le département du Zou. Une note d'excellence dans ce journal. Les 5 meilleurs élèves du premier cycle des collèges publics de Kandi, Karimamam et Malanville ont reçu gracieusement des kits scolaires. Cette initiative du député Idrissou Bako, qui à sa 2e édition vise l'accroissement du taux de scolarisation dans ces 3 communes. Nouroudine Safara et Olviga Messon sont témoins des cérémonies de don de ces kits. Suivez. Les élèves les plus méritants reçoivent le prix de l'excellence. Malanville et Karimama ont les taux de scolarisation les plus faibles au Bénin. Le député Idrissou Bako entend contribuer à la hausse du taux de scolarisation dans cette partie du Bénin à travers ce genre d'initiative. Si Karimama est 77e en termes de taux de scolarisation, Malanville est 76e. C'est alors une obligation, un devoir pour tout cadre de cette localité d'œuvrer pour la promotion de l'éducation afin de faire évoluer ces taux. La cérémonie que nous célébrons ce jour, elle sera faite dans tous les collèges publics de Kandi, de Malanville et de Karimama. Directeurs de collège, élus locaux, parents d'élèves et bénéficiaires saluent le geste de générosité du fils du Dindiganda qui œuvre pour une relève de qualité. Honorable Idrissou Bako, vous êtes très soucieux de l'avenir de la jeunesse et du développement du Dindiganda. C'est pour cette raison que nous profitons de cette tribune pour vous témoigner toute notre gratitude et prier Allah afin qu'il vous accorde longue vie. Vous êtes encore de retour pour soulager les peines des parents en octroyant les fournitures aux meilleurs élèves. Que Dieu Allah vous en soit gré et qu'il vous le rende au centuple. La plupart des collèges de Malanville et de Karimama manquent de photocopieurs et Idrissou Bako prend l'engagement d'envoyer ses appareils aux collèges qui en ont besoin. Et vous le savez peut-être, ce 12 octobre 2016, donc aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée pour la vue, journée au cours de laquelle les réflexions sont une fois encore axées sur l'utilité de cet organe humain. Suivez à cet effet ce reportage que nous proposent Kadnel Kako et Roland Tchaoudi. L'œil, organe de vue, mérite soin et suivi particulier. Son altération complète plonge définitivement dans le noir.
De nos jours, enfants, jeunes et adultes sont de plus en plus confrontés à de multiples affections oculaires. J'ai constamment des yeux larmoyants, des picotements et des maux de tête. Et lorsque je ressens ces signes, je suppose qu'il y a un problème. Je sens qu'il y a une couche sur les yeux, comme s'il y a quelque chose qui est tombé sur les yeux, mais bon, ça ne me permet pas de voir bien. Je n'arrive pas, je ne sais pas si c'est le métier que j'exerce qui fait que cela m'arrive, mais bon, depuis un bon moment, c'est ce que je ressens. Plusieurs raisons expliquent ces pathologies. Une cataracte, par exemple, qui est une atteinte du cristallin, qui est l'un des éléments les plus importants de l'appareil oculaire, qui joue un rôle prépondérant dans cet appareil optique qui nous permet d'avoir la vision. Lorsqu'on a des problèmes nutritionnels, on peut développer une cataracte qui soit liée à cela, mais également il y a certaines maladies que l'enfant contracte depuis le sein maternel qui peuvent donner une cataracte congénitale. Il y a également l'âge avancé qui va donner ce que nous appelons une cataracte sénile, c'est lié à l'âge. Et puis, il y a les traumatismes qui peuvent être également cause de cataracte. La carence en vitamine A dans l'organisme est aussi source d'anomalies oculaires appelées xérophthalmie. Question, comment se manifestent les problèmes oculaires? Les problèmes oculaires peuvent se manifester de façon aiguë ou de façon chronique. Si je prends le côté des manifestations aiguës, nous avons de nombreuses affections infectieuses. C'est lorsqu'il y a des bactéries, des virus, des parasites qui vont toucher les structures oculaires, on peut avoir une atteinte oculaire, soit de ce que nous appelons les annexes du globe oculaire, dont la paupière peut être infectée, ou bien le noir de l'œil, la cornée, peut s'infecter, donner un abcès, ou bien à l'intérieur même de l'œil, on peut avoir une inflammation de toutes les membranes de l'œil qui va donner ce que nous appelons dans notre jargon une endophthalmie. Toutes ces maladies peuvent aller vers une cécité, une perte définitive de l'œil. Également, certaines professions peuvent être objets de traumatismes oculaires, les soudeurs, etc. Parlant justement de la soudure, certains patrons d'ateliers sont heureusement bien conscients des risques et prennent des dispositions. Cette masse sert à protéger la flamme, la fumée, tout ce qui concerne les fumées toxiques des électrodes. Avant d'avoir 40 ans, au-delà, il faut aller chez un ophtalmologue pour se faire consulter, pour connaître le type d'optique qu'il faut utiliser. Mais il est à remarquer que tous les problèmes oculaires n'ont pas comme alternative la prescription des lunettes. Il est conseillé des dépistages périodiques, gage d'une bonne santé oculaire. Toujours à Parakou, on reste dans le monde de la santé et on fait cette remarque. Depuis quelques semaines, les usagers du centre hospitalier universitaire et départemental du Borgou à Parakou ne jouissent quasiment plus de leur prise en charge par l'État. L'idée donc de leur suppression agite l'opinion. Alessis Assoba et Roland Tchaoudi sont allés enquêter là-dessus. Sieur Thomas Anani, militaire à la retraite, a sa fille très souffrante. Pour réduire ses dépenses et régler ce problème de santé, il vient ici muni de son certificat de prise en charge. Mais grande est sa stupéfaction. Je savais qu'il y a certains examens que la prise en charge ne prenait pas en compte. Mais même ceux que la prise en charge prenait en compte, on vient de me dire que ça ne marche plus. Que le logiciel prenant en compte la prise en charge ne marche pas. C'est mon épouse que j'ai amenée pour se faire soigner. Mais la prise en charge de mon service a été rejetée pour raison que le gouvernement a interdit les prises en charge de tous les ministères. C'est ce que m'a confié le caissier. La situation est visiblement persistante et interpelle les voies autorisées. Il n'a jamais été question d'une note de service devant concourir à cette suppression. Donc c'est une fausse information. Si en temps il y a une société qui se trouverait dans le cadre des services qui n'ont pas pu agréer à leurs engagements, forcément leur nom serait enlevé de la base. Et c'est à partir de ce moment-là, l'appareil ne reconnaît plus ces sociétés-là, ces structures. Pourtant, certains usagers à jour
ne bénéficient guère des prises en charge au centre hospitalier universitaire et départemental du Borgou. J'ai introduit la prise en charge à leur niveau et ils nous ont dit que la prise en charge n'est pas acceptée au niveau du CHD Borgou à Lebourg. Ils n'ont pas justifié les raisons. Ils nous ont dit seulement que la prise en charge n'est pas possible et que c'est rejeté d'office par l'administration pour le moment. Les raisons de cette suppression sont donc ailleurs. Le logiciel qui gère la maison a un petit problème et l'administration est en train de prendre les dispositions nécessaires pour reprendre ce logiciel. Sinon, il n'y a pas de suppression de prise en charge. Donc, dès que le réseau informatique sera repris, là, il n'y a pas de problème. Les prises en charge, toutes les prises en charge vont commencer par passer. Combien de victimes avant le bout du tunnel? Les autorités du Bénin sont invitées à réagir pour sauver des vies. Autre actualité de ce 13h, le site de formation de la Maison des médias dispose désormais de studio-école pour ses étudiants. L'objectif est de permettre aux apprenants de se familiariser avec les outils de la profession. Les responsables ont également procédé à la remise d'attestation aux 2 premières promotions en fin de formation. Écoutons quelques détails des opportunités du site au micro de Cécile Rondé et Edmond Rongbo. On pourrait désormais, à part de la Maison des médias, renforcer les points des médias sur les notions de radio et de télévision, mais également à la pratique, mais également permettre au public qui sont intéressés par les enregistrements de pouvoir passer par la Maison des médias pour pouvoir se faire enregistrer. Tout peut être monté désormais ici à la Maison des médias et aller maintenant le servir au public. La maison est suffisamment équipée pour ça. Nous avons également une salle de graphisme pour permettre à ceux qui veulent faire autre chose que du journalisme, en tout cas du graphisme par exemple, de pouvoir se renforcer. Les problèmes des médias qui sont déjà dans les organes de presse peuvent venir ici pour se renforcer, pour pouvoir apprendre à aller au contact des nouveaux logiciels qui permettent de monter nos journaux. C'est impressionnant et et vraiment moi j'ai été séduit. Merci déjà à la Maison des médias a pu réaliser ce que j'ai vu là avec cette qualité, c'est un effort appréciable qui interpelle le gouvernement, qui interpelle le ministère. Et donc le ministère s'emploiera à faire davantage de façon à ce que ça puisse être vraiment utile pour qu'on ne dise pas que le ministère est resté derrière. Et c'est sur cet élément que nous mettons un terme à ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. Je vous retrouve demain.